Parquet fédéral, organe de coordination pour l'analyse de la menace et sûreté de l'État, les plus hautes autorités policières et judiciaires du pays sont là pour expliquer cette opération d'envergure. Un juge d'instruction de Bruxelles, spécialisé en matière de terrorisme, a fait exécuter une dizaine de perquisitions dans les arrondissements judiciaires de Verviers, Bruxelles et Halle-Villevaux. Les perquisitions se sont effectuées dans le cadre d'une enquête portant sur une cellule opérationnelle composée de personnes dont certaines revenaient de Syrie. L'enquête a permis de déterminer que ce groupe était sur le point de commettre des attentats terroristes d'envergure en Belgique, et ce de manière imminente. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition de notre émission Grand Reporter. Grand Reporter qui est une coproduction Afrique Média et Ode TV avec la grande collaboration comme d'habitude de notre correspondant international Luc Michel qui apporte à chaque fois de son expertise pour mieux comprendre ce que c'est que l'actualité et bien sûr la géopolitique vue de partout dans le monde. Grand Reporter nous conduit aujourd'hui en Belgique, à Bruxelles et dans ces grandes villes frappées par la désindustrialisation comme Charleroi. Cette Belgique qui fait la une de l'actualité, tout comme Paris, pour des grands dossiers et de terrorisme et qui est au cœur de ce djihadisme venu de l'Union européenne. Nous irons donc avec notre expert Adamas en Syrie parce que la sale guerre, il faut le dire, importée en Syrie par les Occidentaux est la matrice de ce phénomène qui mêle terrorisme, djihadisme et extrémisme religieux. La gare de Verviers, encore marquée par les bruits et le balai des policiers, les premiers habitants livrent leur témoignage. Quitté le petit GBR chez moi, et là j'ai vu une voiture de police qui est passée devant moi tout feu ouvert, et 2 secondes après j'ai entendu 3 grosses détonations, et puis comme des rafales. Au début j'ai pensé à des pétards, mais 10 secondes après il y avait une odeur extraordinaire, et plus je m'amenais vers chez moi ici rue des Carmes, ça sentait de plus en plus fort, donc je savais que c'était pas les pétards. C'est pour ça que je suis venu ici, et en 2 minutes tout s'est déclenché. Mais je pense que quand j'ai entendu, c'est là que ça se passait. Vu, je n'ai rien vu. Marie-Laurence était à quelques pas de la rue du Palais, le lieu des faits. Elle a immédiatement fui avec ses enfants. Un homme habillé tout en bleu foncé avec une cagoule est venu nous pousser dans le dos et nous a dit courir. Et là, on a vu qu'il y avait un déploiement de la police et des forces anti-explosion. Et on s'est mis à courir, et dès qu'on s'est mis à courir, dans les 2 secondes, il y avait une grosse explosion et des coups de feu en rafale, qui ont été suivis de plusieurs autres explosions. Donc là, ma fille et mes enfants pleuraient, évidemment, donc je les ai poussés pour qu'ils continuent de courir. Le parquet fédéral vient de confirmer qu'il s'agit là d'une opération de police liée à des affaires de terrorisme. Tout s'est passé très vite. Je veux dire, entre 6h moins 15 et 6h moins 10, on a entendu 3-4 explosions, et puis alors des rafales d'armes automatiques, et alors des réponses peut-être un peu plus au coup par coup. Ça a été long? Au moins 2-3 minutes. Vous avez pu voir quelque chose? Rien du tout. Alors un peu après, mon épouse, qui est pour le moment se trouve dans le centre-ville, m'a appelé, où des gens lui disaient qu'il y avait un attentat ou une explosion au palais de justice à Verviers. Une perquisition musclée serait à l'origine des explosions et des coups de feu. Parents de ces jeunes, Olivier Kelbout, Lucas Vanesh, Abdelmalek Boutalis, originaires de Courtrai, et Yazedine Billard de Mal, défient leur pays. La photographie est ancienne et connue. Le plus inquiétant, c'est que leur menace a été likée des dizaines de fois en Belgique. Une autre vidéo nous est parvenue. Elle a été analysée par Memri, un centre de recherche. Ces images ont été filmées il y a quelques heures seulement à Raqqa, en Syrie, le quartier général de l'organisation terroriste État islamique. Je dirais à tous les Français qui pensent que la Dawla islamique ne va pas arriver dans l'Europe, Wallahi, bi'idnillahi ta'ala, nous allons venir en Europe, et ces opérations-là, ils seront de plus en plus en toute l'Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, partout en Europe,
et partout en Amérique, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala. Ces menaces et d'autres évocations de la barbarie islamiste ont un double objectif. D'abord faire peur, traumatiser l'opinion occidentale. Ensuite, encourager des actes de folie au sein des groupes sensibles à la propagande djihadiste. L'identité de ces trois hommes n'est pas encore connue. Voilà, nous allons retrouver à présent Luc Michel qui va nous expliquer ce qui se passe en Belgique, en France et partout dans l'Union européenne. Luc Michel, bonjour. Que se passe-t-il en Belgique? Que se passe-t-il en Belgique donc? Et y a-t-il un lien ou des liens avec l'affaire Charlie Hebdo en France? Bachir, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ce qui s'est passé en Belgique, c'est un grand barnum à la fois policier et médiatique, puisqu'une série d'opérations policières dites antiterrorisme ont été conduites sous les caméras des médias. On est comme à Paris dans les suites de l'après-Charlie, c'est-à-dire dans une mise en condition de l'opinion publique où les médias jouent un rôle évidemment essentiel. L'effet, c'est quoi ? C'est une série d'arrestations et de perquisitions menées par des services de police spécialisés et notamment des forces spéciales de sécurité et les services antiterroristes belges. Il y a eu le plus spectaculaire, c'est-à-dire une tentative d'arrestation dans la ville de Verviers, qui est une ville près de la frontière allemande, et où, évidemment, on a débouché sur l'exécution de djihadistes. Autre série d'opérations, on a procédé à des arrestations et des perquisitions dans un certain nombre de municipalités belges, dans le grand port d'Anvers en Flandre, à Vilvoorde, dans la banlieue flamande de l'agglomération bruxelloise, à Molenbeek, qui est une commune de la région de Bruxelles, et pas du tout une commune flamande comme par exemple les médias français l'ont présenté. Et il y a eu également des opérations policières qui ont été menées, par exemple à Charleroi. À Verviers, donc, cela a débouché sur des échanges de feu et officiellement la mort des djihadistes lors de ces échanges. On a assisté à un certain nombre, 6 arrestations, notamment à Molenbeek et à Vilvoorde, et à Charleroi, on a interpellé un trafiquant d'armes très connu, soupçonné donc d'avoir fourni les armements à l'un des djihadistes qui ont commis les attentats de Paris, le fameux Koulibaly. Luc Michel, une fois toute cette émotion médiatique passée, que reste-t-il de cette affaire? Que reste-t-il? En finale, Bachir, tout ce barnum pour pas grand-chose, puisque on a mis les gens en condition, on a littéralement terrorisé la population. La population est doublement terrorisée dans cette affaire comme en France. Elle est terrorisée par des djihadistes qui frappent et elle est terrorisée par un dispositif policier et par une campagne médiatique qui vise à faire peur. Le reste, bon, les 6 arrêtés, 3 ont été quasi immédiatement libérés, ça veut dire qu'il n'y avait rien contre eux. Les perquisitions à Anvers n'ont rien donné de l'aveu du parquet général. Et évidemment, on a tout à fait, dans le cas de l'affaire de Verviers, on a l'échange de coups de feu qui a conduit à la mort des djihadistes. Comme tous les djihadistes de Paris d'ailleurs sont morts, ça évite évidemment de poser beaucoup de questions. Il faut quand même se rendre compte, c'est qu'à la fin de l'opération, le Premier ministre belge Charles Michel, je tiens à préciser que nous ne sommes pas parents à aucun niveau, eh bien, a déclaré que les Belges, finalement, ne devaient pas inquiéter, qu'on avait remonté l'obligation, le niveau de sécurité, mais qu'il n'y avait pas de risque d'attentat réel. Tout ça pour arriver à cette déclaration. La psychose au sein de la population, quel était donc le but, Luc Michel, de cette opération? Le but, Bachir, il est évident. C'est comme en France, comme en Grande-Bretagne, comme un peu partout, la volonté d'imposer un Patriot Act à l'européenne que j'ai toujours dénoncé. Le Premier ministre belge Charles Michel a proposé 12 mesures
qui sont une grave restriction des libertés publiques, puisque la police, dans des cas de terrorisme, mais c'est elle qui définit le terrorisme, avec le parquet antiterroriste, c'est-à-dire qu'ils sont, comme on dit en français, comme cul et chemise, c'est eux qui vont déterminer la possibilité de rentrer dans des habitations sans mandat de perquisition, libellé et présenté aux occupants, une démultiplication des écoutes téléphoniques qui vont évidemment ne pas servir que dans le cas du djihadiste, et toute une série d'autres mesures. La plus spectaculaire, évidemment, c'est comme en France, ce sont des unités de l'armée belge dans les rues, ce qui n'est absolument pas un bien. Chaque fois que l'armée est descendue dans les rues, ou que ce soit dans le monde, ce n'a pas été pour y apporter évidemment une élévation des libertés publiques. Derrière tout cela, il y a la volonté partout en Europe de préparer la future explosion politique et sociale qui inévitablement va surgir. Nous sommes nombreux à l'annoncer, à l'extrême gauche, mes propres analyses, mais surtout évidemment les stratèges et les chefs de la sécurité de l'Union européenne. Il y a un effondrement de l'économie, avec une crise, avec du chômage. Il y a l'effondrement de l'euro, évidemment, qui a été spectaculaire, lié aux manipulations du cours du franc suisse ces derniers jours. Et donc, tout ça va inévitablement, à un moment donné, déboucher sur une explosion sociale. Les dirigeants de l'Union européenne, les dirigeants de l'OTAN, ce sont les mêmes, vont évidemment préparer la chose. Il y a un phénomène particulièrement inquiétant, c'est la militarisation des forces de police dans l'entièreté de l'Union européenne, l'armée allemande se dotant de matériel militaire et proposant ce matériel militaire aux forces de police. De plus en plus, les polices dans le monde sont équipées, uniformisées comme des forces paramilitaires. Elles sont équipées d'armes militaires, elles ont des blindés et des drones. Tout ça, évidemment, est très inquiétant pour les libertés publiques. Il faut quand même savoir que la volonté d'imposer un Patriotic Act n'est pas nouvelle, puisqu'il y a eu toute une série d'impositions de lois antiterroristes depuis 2002, et par exemple, des syndicats en Europe ont dû aller devant les plus hautes juridictions pour faire supprimer des dispositions de ces lois. Elles violaient non seulement gravement les droits du citoyen, mais en plus, elles violaient les droits syndicaux, la définition qui était donnée du terrorisme pouvant s'appliquer à des militants syndicalistes lors d'actions sociales. Alors ça, c'est une évolution inquiétante, Luc Michel, peut-on dire. Mais comment est-ce que vous l'appréhendez de manière globale? Bachir, je répète souvent qu'il faut relire le 1984 de George Orwell. La jeune génération ne le lit plus, simplement parce que contrairement à celles qui l'ont précédé, 1984 ce n'est plus le futur, le titre ne leur dit rien, pour eux c'est une date dans le passé. Mais ce que décrit Orwell en fait, c'est l'instauration progressive d'une dictature fascisante, voire carrément fasciste, qui s'impose à la population et dont le principal mode de dictature et d'imposition de la dictature est la manipulation des médias, de la pensée, de la mémoire et des individus. Ce qu'on n'a pas très bien compris à l'époque, c'est que Orwell ne visait absolument pas un régime fasciste du passé, il visait une fascisation. Lui parlait du régime anglais, mais c'est valable pour tous les régimes occidentaux. Et bien entendu, nous sommes dans la tête des dirigeants de l'Union européenne, dans la tête des dirigeants des forces de police. Nous sommes évidemment dans l'univers de 1984. La chasse aux dissidents, par exemple, du mouvement Je suis Charlie en France. Ceux qui disent je ne suis pas Charlie, tout en ne soutenant pas le terrorisme, elle est évidemment celle de flics de la pensée, d'une police de la pensée qui entend imposer une pensée unique occidentale. Luc Michel, revenons un peu sur ce dossier, au dossier du terrorisme djihadiste. Qui porte finalement les responsabilités à Bruxelles et ailleurs? Les responsabilités, Bachir,
Il faut pas évidemment, il faut les chercher chez ceux qui sont en train de nous organiser ce grand barnum médiatique et qui entendent imposer le fameux Patriotic Act. Ce djihadisme, évidemment, cela fait 30 ans maintenant, que les puissances atlantistes et les USA jouent avec un jeu dangereux que j'ai appelé le scénario du diable, que les plus proches alliés moyen-orientaux des États-Unis, c'est-à-dire le Pakistan islamiste qu'on oublie toujours, l'Arabie saoudite ou le Qatar, sont les parrains, les financiers de ce djihadisme, et que l'OTAN a été leur partenaire en Libye, elle l'est toujours en Syrie avec Jabhat al-Nusra, elle l'a été dans d'autres pays. Le scénario du diable, il a commencé en fait contre les soviétiques, dans l'Afghanistan des années 1979-1989. La responsabilité occidentale, elle est entière, elle est pleine. J'insiste depuis des années maintenant sur le fait que le prix serait à payer un jour par les populations européennes. Eh bien évidemment, nous y sommes en plein, nous y sommes directement. Voilà ce qui se passe. On a ici des dirigeants français ou belges qui ont tout fait pour que ce phénomène se développe, qui auraient pu l'étouffer dans l'œuf il y a 1 an ou 2 et qui n'en ont rien fait. On est donc dans un système qui fait payer à sa population non seulement par le sang et les larmes des attentats, mais surtout par les limitations des libertés politiques et civiques, qui fait payer à sa population le prix de son irresponsabilité politique. Amédi Koulibaly s'est rendu à plusieurs reprises à Charleroi. Selon nos informations, ces visites remontent à la fin du mois de novembre dernier. L'homme cherchait à vendre une Mini, la voiture d'Ayat Boumedienne, sa compagne. C'est un Carolo, Netin Karasoular, qui dit lui avoir servi d'intermédiaire pour cette vente. Un homme qui s'est rendu spontanément à la police. Il est depuis hier sous mandat d'arrêt pour trafic d'armes. Aujourd'hui, son avocat s'exprime. Quand il a appris ce qui s'était passé à Paris et qu'il a vu les photos de Koulibaly, il a commencé à paniquer, effectivement, d'autant que certains lui réclamaient, à lui et à d'autres, le paiement du prix de la voiture. Suite à un différend financier, Koulibaly serait venu en personne menacer l'intermédiaire Carolo. Alors s'agissait-il d'une simple vente de voiture? Des armes ont-elles servi de monnaie d'échange? Netin Karasoular nie en bloc. Tout ça, ce sont des fantasmes. Il n'a jamais été question de monnaie d'échange et de cession de quelque nature qu'elle soit. Aucune arme n'a été saisie. Des documents ont été saisis qui font l'objet d'une exploitation. Il a donné des explications par rapport à ces documents et l'instruction consiste à vérifier les explications qu'il a données. Dans les documents saisis, les enquêteurs ont retrouvé les traces des transactions pour la voiture. Mais ils ont aussi trouvé des éléments qui impliqueraient Netin Karasoular dans un trafic d'armes, même si là, le lien avec Koulibaly n'est pas établi. Pour l'avocat du Carolo, ce n'est pas le profil de son client. Il est connu parce qu'il fréquentait des salles de jeu dans un petit quartier de Charleroi. Donc il est connu de manière tout à fait locale par la police locale de Charleroi, voire par la police judiciaire de Charleroi, sans plus. Les enquêteurs continuent à chercher des possibles liens entre la Belgique et les responsables des attentats de Paris. Netin Karasoular, lui, passera devant la chambre du conseil de Charleroi lundi. Voilà, nous retrouvons donc Luc Michel pour une autre série d'analyses. Luc Michel qui nous fait découvrir d'ailleurs par la même occasion cette grande ville qui est Charleroi, où se trouve le second aéroport de Bruxelles, Bruxelles South. Luc Michel, Charleroi donc comme d'autres villes belges, jadis industrielles, est cité et même apparu dans les opérations antiterroristes de ces derniers jours. On évoque même des liens avec les attentats de Paris à Charlie Hebdo. Merci de nous en dire un peu plus. Bachir, nous sommes ici au centre de Charleroi, devant l'hôtel de ville. On a l'air d'être dans une petite ville très tranquille, mais en fait, Charleroi, qui est la première ville de Wallonie et qui a été une grande cité industrielle, a vu la totalité de la destruction de son industrie et de son commerce, coupable la globalisation, mais aussi la mauvaise gestion des politiciens sociodémocrates,
est venu là-dessus se mettre un phénomène comme un peu partout en Belgique, dans les grandes villes. Charleroi est la plus grande ville de Wallonie. L'installation d'une population immigrée d'origine nord-africaine. Charleroi n'est pas, contrairement à Verviers dont on a parlé ces jours-ci ou à d'autres, n'est pas un foyer de djihadisme, mais c'est une zone grise où se font de nombreux trafics. Charleroi qui est aussi un nœud routier, on est à une quarantaine de minutes de la frontière allemande, à une trentaine de minutes de la frontière française. Eh bien, Charleroi est la plaque tournante de nombreux trafics et en particulier des petits trafics d'armes. C'est ici que les djihadistes de Paris apparemment sont venus se fournir en armement. Cela indique évidemment la nocivité de ces réseaux et leur installation. La suite de l'enquête verra évidemment ce que donnera évidemment pour les villes wallonnes la suite. Le djihadisme, ce n'est pas un phénomène, contrairement à ce qu'on le croit souvent, qui concerne les grandes capitales comme Bruxelles ou le grand port d'Anvers, mais c'est également la radicalisation des petites communautés immigrées dans les villes wallonnes. Luc Michel, pour poursuivre, comment est-ce qu'on explique cette radicalisation d'une partie des musulmans en Belgique? Bachir, pour comprendre la question qui se pose au djihadisme en Belgique, mais aussi dans le nord de la France, vous savez que la zone du djihadisme, c'est une grande zone qui va de Roubaix jusqu'à Anvers, le grand port de la Flandre belge. La question qui se pose, c'est lié à un double phénomène qui est l'immigration, mais qui est aussi la désindustrialisation du pays. Quelles sont les villes qui sont touchées par le phénomène djihadiste? Il y a Verviers que les forces de sécurité belges présentent comme un foyer djihadiste, où une industrie lainière importante a à peu près totalement disparu. Il y a Charleroi qui n'est pas un foyer djihadiste, mais qui est la plaque tournante visiblement des trafics d'armes qui permet à ces réseaux de s'équiper. On sait que Koulibaly, l'un des auteurs des attentats de Paris, est venu chercher ses armes chez un trafiquant de la région de Charleroi. Charleroi, zone sinistrée. Certains camarades italiens ont parlé à propos de Charleroi du tiers-monde de la Belgique. C'était entre 1910 et la fin des années 60 l'une des villes les plus riches de Belgique. C'est aujourd'hui une ville sinistrée. Toutes les industries, les mines ont fermé, puis l'industrie sidérurgique, puis les laminoirs et puis tout le reste. Qu'est-ce qu'il est resté? Une population paupérisée. Dans certaines zones, 55% de chômeurs parmi la population qui devrait travailler, qui vit d'une aide de l'État, qui vit de logements sociaux et sur lequel une classe politique irresponsable a la haute barre, puisque ces gens savent que pour avoir tous les avantages sociaux, ils doivent dépendre notamment de la puissante social-démocratie wallonne, de ce parti qui se dit socialiste et qui ne l'est plus depuis cette fin d'août 14 où la social-démocratie a trahi les ouvriers européens. Autres villes qui sont des foyers djihadistes, il y a évidemment Vilvoorde près de Bruxelles, même problème, une désindustrialisation qui est en cours. On trouve d'autres villes où le phénomène est moins important, mais qui sont par contre liées à de très fortes communautés immigrées, Anvers par exemple, ou deuxième point, la commune de Molenbeek, qui est l'une des 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale, et pas du tout une ville externe à Bruxelles, et Molenbeek qui a l'une des plus importantes populations musulmanes que l'on a concentrées là-bas dans de véritables ghettos. C'est ce qui explique le phénomène djihadiste. Des jeunes qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas fini leurs études, qui n'ont pas de place sur un marché de l'emploi inexistant et qui tombent dans les filets, évidemment, des prédicateurs extrémistes, wahhabites. Mais Luc Michel, est-ce que la structure sociologique même de l'islam belge peut aussi expliquer cette radicalisation spectaculaire? Pourquoi tombe-t-il dans ces filets? Parce que la Belgique a fait un choix il y a une vingtaine d'années, c'est de confier
la gestion de mosquées belges, alors qu'à l'époque l'immigration arabe était en voie d'intégration, de confier ces mosquées à l'Arabie saoudite qui évidemment y a déversé son idéologie réactionnaire et islamiste radicale. C'est la même erreur que les Français ont fait à la fin de la présidence de Sarkozy avec le Qatar, puisqu'on a confié notamment l'encadrement des mosquées et des jeunes de banlieue français à des institutions qataries, le Qatar étant encore plus radical que l'Arabie saoudite. Derrière moi, vous avez l'une de ces friches industrielles qui compose aujourd'hui le lot commun de Charleroi, une ville véritablement tiers-mondisée, une ville qui est tombée d'une grande prospérité, d'une grande industrialité dans la précarité, le chômage et la ruine. Derrière tout ça, il y a des responsabilités politiques, les mêmes responsabilités politiques d'ailleurs qui sont derrière l'émergence du phénomène djihadiste. C'est très simple, c'est la classe politique belge et singulièrement la social-démocratie francophone. Voilà, pour terminer donc cette première partie, nous allons cette fois-ci à Damas. La question du terrorisme djihadiste semble surprendre médias et politiciens. Pourtant, Luc Michel vient de nous dire, personne ne peut dire nous ne savions pas. À Damas, précisément, s'est tenue la grande conférence internationale terrorisme et extrémisme religieux organisée par le ministère syrien de la Justice les 30 novembre et 1er décembre dernier. Notre expert donc y était et a longuement parlé du djihadisme venu de l'Union européenne, comme vous le savez, et singulièrement de la Belgique. À la tribune, lors de la séance finale, il y a évoqué précisément la question d'un futur 11 septembre européen. Donc, une question qui intéresse pas mal d'Européens et pourquoi pas de personnes vivant sur la planète. On va se quitter pour cette première partie par ces quelques extraits de conférence. Monsieur le Michel, c'est un bienvenue. معنا طبعا صديق بلجيكي يسمى لوك ميشيل. اهلا وسهلا فيه طبعا. Soyez le bienvenu, monsieur Luc Michel, vous avez la parole. Merci. Je voudrais vous dire tout d'abord le plaisir que j'ai d'être ici à Damas, la capitale combattante de la Syrie, parce que le combat qui se mène ici est un combat de civilisation. Je suis un géopoliticien, je dirige une organisation internationale qui s'appelle EOD, Eurasian Observatory for Democracy and Election. Nous avons été très exposés pour notre rôle dans l'organisation en soutien de la Russie, du monitoring du référendum de Crimée et des dernières élections présidentielles dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, la Novorossiya. Le combat qui se mène en Syrie, c'est un des fronts d'une bataille mondiale. Ce qui se combat aujourd'hui sur les frontières de la Russie, ou le combat qui se mène actuellement dans l'est de l'Ukraine, ce sont d'autres fronts de la même bataille. La Syrie n'est pas isolée. Je représente aussi à Bruxelles et à Moscou la grande télévision panafricaine Afrique Média. C'est la plus grande des télévisions francophones en Afrique. Le dimanche, leur émission phare fait 1 milliard de spectateurs. Nous avons hier parlé de cette conférence pendant 25 minutes. La télévision est la seule grande télévision internationale qui a pris parti pour la Syrie de Bachar el-Assad. Nous produisons depuis plus d'1 an maintenant des émissions qui expliquent la réalité du combat qui est mené ici. Je suis ce qu'on appelle un Français de Belgique, c'est-à-dire que ma langue maternelle, ma culture est le français, et je vais vous dire franchement, j'aspire au retour à la République. Et la Belgique où je vis est dans ce qu'on appelle la question du djihadisme actuellement mondial, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, mais aussi en Somalie ou au Mali, c'est une anomalie. La Belgique, c'est un petit pays de 11 millions d'habitants, et nous avons ici en Syrie plus de djihadistes que la France, avec ses près de 70 millions d'habitants. Nous avons plus de djihadistes belges que les Allemands, par exemple. Ça tient à des tas de raisons,
Nous avons une grosse communauté arabe et turque, mais elle est moins importante que celle qui est en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Mais nous avons surtout des politiciens. Nous avons Bruxelles, capitale de l'Europe, siège de l'OTAN. Nous avons des politiciens qui sont des apprentis sorciers. Nous avons des hommes et des femmes politiques qui ont laissé venir ces djihadistes. Lorsqu'on les interroge, ils parlent pour la Belgique de 70 à 200 djihadistes. On sait que les Belges en Syrie sont plus de 900. Ils parlent de 2-3 000 djihadistes venus de l'Union européenne. On sait qu'ils sont près de 10 000 en fait. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que la Belgique a une force politique importante qui est la démocratie chrétienne. Et cette démocratie chrétienne qui a contrôlé jusqu'en septembre de cette année le ministère de l'Intérieur a des rapports particuliers avec les islamistes dits modérés de l'AKP de Erdogan en Turquie. La plupart d'entre vous ne savent pas du tout, c'est que par exemple l'AKP d'Erdogan est associé au Parti populaire européen, qui est le grand parti au Parlement européen, qui regroupe tous les partis démocrates chrétiens en Union européenne. Le résultat de ce jeu avec le feu, c'est qu'on a laissé pendant 2 à 3 ans des petits voyous venir se battre en Syrie ou en Irak. On les a laissés commettre des crimes. Maintenant, la grande question en Belgique qui préoccupe ces politiciens, ce n'est pas le mal qui a été fait dans votre pays. C'est qu'il faut rééduquer ces jeunes gens. Nous avons, et ça sera ma conclusion, nous avons un magistrat antiterroriste en Belgique. Le magistrat antiterroriste déclare « Ces jeunes gens ont des circonstances atténuantes parce qu'ils viennent en Syrie combattre pour la démocratie contre un méchant dictateur. Ces gens sont des apprentis sorciers. » La question qui se pose maintenant dans l'Union européenne, et c'est pour ça que votre conférence est très importante, c'est quand aura lieu le prochain 11 septembre européen et aura-t-il lieu? C'est ça le résultat de la politique des politiciens belges, européens et de l'OTAN. Je vous remercie en tout cas. Ne pensez pas que votre conférence n'a pas d'importance. C'est un signal fort qui est donné à ces irresponsables. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci bien. Merci, c'était très intéressant. Thank you.